Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le recueillement et la douleur à Tel Aviv des adolescents et de leurs familles pour les funérailles de leurs camarades qui se sont déroulées aujourd'hui après l'attentat suicide de vendredi dernier. On l'appelait le pape de la bonté, le corps embaumé de Jean XXIII exposé place Saint-Pierre devant des dizaines de milliers de fidèles. Un voyage pour l'éternité puisque Jean XXIII sera inhumé dans la basilique. C'est jeudi prochain que sera inauguré le TGV Méditerranée. 11 ans de lutte et de concessions pour que le tracé et la construction de la ligne puissent aboutir. Ces détracteurs craignaient qu'il ne défigure la Provence. L'environnement a été protégé au mieux, mais il y a des perdants. Et puis cinéma avec la sortie attendue de la super production Pearl Harbor. De nombreux effets spéciaux de qualité pour retracer l'attaque japonaise qui a entraîné les États-Unis dans la guerre. Un film romanesque qui est déjà un très gros succès en Amérique. Des centaines d'adolescents portant le deuil se sont rassemblés au nord de Tel Aviv pour accompagner au cimetière leurs amis, leurs frères, ces victimes du massacre de vendredi dernier. Scène déchirante de ces élèves qui font l'expérience du deuil, un cortège de douleur encadré par les hautes autorités de la ville et du gouvernement qui s'étaient fait représenter. Le dernier bilan du massacre le plus meurtrier depuis 5 ans est de 20 victimes et une centaine de blessés, tous des jeunes de 14 à 20 ans, pour la plupart issus de familles russes ayant immigrés en Israël. Agnès Varamian. Enlacés dans la douleur, s'embrassant dans les larmes, des arrois d'adolescents venus rendre hommage dans ce cimetière de Tel Aviv à 2 de leurs amis, 2 sœurs. Vendredi soir, la mère de Julia, 16 ans, et de Yelena, 18 ans, a essayé de retenir ses filles à la maison, par peur des attentats. Mais elle voulait absolument aller danser. Pour moi, c'est comme si j'avais perdu une de mes propres filles. Julia venait chez moi, elle était toujours contente. Ces adolescents sont tous des filles et fils d'immigrants arrivés il y a 3, 4 ou 5 ans de Russie. Je ne pensais pas que ce serait comme ça en Israël. Mais avec le temps, je commence à avoir peur. Et maintenant, quand j'entends des sirènes, j'ai peur. Je pensais que ce serait mieux ici qu'en Russie. Mais maintenant que j'enterre mes amis, je comprends qu'il n'y a pas de différence. 14 fois aujourd'hui à Tel Aviv, les rabbins ont chanté le Kaddish, la prière des morts, aidés par de simples gestes au deuil des mères. Autour des familles, des députés du parti russophone partisans de représailles contre les Palestiniens. Il faut une vengeance. On ne peut pas continuer comme ça. Ils nous tuent sans qu'on réagisse parce que la France et d'autres pays dits civilisés sont contre nous et nous accusent d'être les agresseurs. Mais aujourd'hui, dans ce cimetière, le temps politique était un peu suspendu pour laisser place à l'émotion. Et en toute fin d'après-midi, le Hamas a revendiqué clairement l'attentat de Tel Aviv, information donnée à Beyrouth par la télévision du mouvement chiite du Hezbollah. Presque au même moment, le père du kamikaze, responsable du carnage devant la discothèque, son père s'exprimait. Son fils est comme lui palestinien installé en Jordanie. Il ignorait tout des activités de Saïd, âgé de 22 ans, qui apparemment, toujours selon les dires de son père, n'aurait aucune appartenance politique connue. Il semblerait que ce jeune homme installé en Cisjordanie depuis 2 ans était l'ami intime d'un des membres du Hamas, mort dans un attentat suicide, et que son geste aurait été dicté par la vengeance. Des propos qui n'engagent que le père du kamikaze qui est sous le choc, mais dit-il, fier de son fils. 24 heures après l'ultimatum lancé par le gouvernement Sharon à Yasser Arafat, en Cisjordanie et à Gaza, des signes de bonne volonté. Et si les policiers palestiniens n'ont pas arrêté les chefs islamistes, ils déploient leurs forces pour empêcher les attaques anti-israéliennes. La population, quant à elle, se prépare à une riposte de l'armée. Charles Anderlin. Une scène inhabituelle à Gaza. La sécurité palestinienne contrôle les véhicules à proximité des positions israéliennes. Erez, le point de passage est fermé. Gaza est bouclé, personne ne rentre, personne ne sort. Les livraisons de carburant sont suspendues, c'est surtout cela qui inquiète les Gazans,
Dans quelques jours, il n'y aura plus une goutte d'essence dans les stations-service. Filmé ici pour la première fois, le comité regroupant les 13 organisations de l'Intifada s'est réuni en fin de matinée. Tous sont là. Les représentants du Fatah, de Yasser Arafat, du Hamas, du Djihad, du Front populaire. Pour eux, accepter le cessez-le-feu se formule de cette manière. Lorsque le président Arafat a donné l'ordre de cesser le feu, il était clair pour nous que c'était dans le cadre d'un plan global destiné à lutter contre le complot anti-palestinien de Sharon. Une réunion similaire s'est tenue à Bethléem où toutes les organisations ont décidé d'interdire les tirs en direction de Guilo, un quartier juif du sud de Jérusalem. Ce soir, nous allons prendre des mesures concrètes. Des forces palestiniennes vont être déployées dans les rues du secteur pour appliquer les ordres du président Arafat. A priori, des signes plutôt positifs. Mais à Jéricho, qu'il ne peut quitter en raison du bouclage, le principal négociateur palestinien est inquiet. Le niveau de confiance entre nous et les Israéliens est nul. Il faudrait donc une tierce partie, les Américains, pour surveiller cela et mettre en place un système de contrôle sur le terrain. Sans cela, tout va s'effondrer. En tout cas, ce soir à Bethléem, les forces palestiniennes ont tenu parole. Elles se sont déployées pour empêcher les tirs sur Jérusalem. Et en direct de Jérusalem, Charles Anderlin, avez-vous confirmation ou non de cette information qui nous est parvenue en fin d'après-midi, évoquant une attaque ciblée israélienne contre des objectifs du Hamas et du djihad islamique? A priori, Béatrice, cette information est inexacte. Au contraire, la journée a été extrêmement calme. Il n'y a pas eu un seul blessé, il n'y a pas eu de tir. L'armée israélienne a même pris le soin de démentir une de ses propres informations sur des tirs en direction d'une colonie. Cela n'a pas été le cas. Alors, s'agit-il d'une trêve, d'un cessez-le-feu, du calme avant la tempête? Il est encore trop tôt pour le savoir. Tout cela est extrêmement fragile. Le moindre incident risque à nouveau de faire basculer la région. Les diplomates sont en travail. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, poursuit son séjour en Israël. Il rencontre Yasser Arafat, il doit rencontrer Arik Sharon. Peut-être parviendra-t-il au nom de l'Union européenne à négocier un véritable accord. Merci Charles Anderlin. Et puis, pour clore ce chapitre, il faut savoir que la compagnie Air France a suspendu jusqu'à lundi ou mardi ses vols à destination de Tel Aviv par mesure de sécurité. Une décision mal comprise par l'État hébreu qui a ordonné l'ouverture d'une enquête. Cette mesure touche également Delta Airlines qui a annulé ses vols pour la journée de dimanche. En Israël, l'Air France a expliqué que l'attentat s'était déroulé tout près de l'hôtel où font escale ses équipages. En Corse, l'assassin présumé d'un gendarme en 1988, qui n'est autre qu'Ange-Marie Orsini, a été arrêté et devrait être déféré devant un juge antiterroriste. C'est l'analyse d'ADN d'un de ses cheveux qui l'accuse. Stéphane Bretner. Un seul cheveu retrouvé dans cette voiture il y a 13 ans, voilà ce qui a permis de confondre Ange-Marie Orsini. Cette BX blanche aurait servi le 8 mars 88 à un commando du FLNC pour mitrailler la Légion de gendarmerie à Ajaccio. Ce jour-là, Stéphane Chariot, 27 ans, est en faction devant la caserne. Touché par 2 balles, il s'écroule avant de mourir quelques minutes plus tard. À cette époque, l'affaire provoque une grande émotion en Corse. Charles Pasqua et Jacques Chirac, alors Premier ministre, font le déplacement pour la levée du corps. L'enquête est au point mort jusqu'en septembre 98. Au cours d'une opération de police dans une cave près d'Ajaccio, les enquêteurs retrouvent une clé de voiture et prélèvent de l'ADN. Il correspond à celui du cheveu retrouvé dans la BX. Ange-Marie Orsini, ancien leader du mouvement nationaliste MPA, a été écroué jeudi soir. Il nie toute participation au meurtre. Les magistrats, eux, ne sont pas au bout de leur peine. Pas d'aveu, une affaire vieille de 13 ans et une expertise ADN que les avocats sont bien décidés à contester. Dans la Somme, victime pendant des semaines des inondations, les travaux d'endiguement nécessaires auraient été sabotés en partie. Une brèche creusée dans les sacs de sable résulterait d'actes de malveillance, selon la préfecture. Fort heureusement, les dégâts ont été rapidement réparés. Frédéric Vian et Dominique Masse. C'est une digue longue de plusieurs kilomètres. De simples sacs de sable, mais qui suffisent depuis le retrait partiel des eaux pour protéger Fontaine-sur-Somme. C'est ici que jeudi, des vandales ont ouvert une brèche de 2 mètres de large. Un geste criminel que les Fontenois n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai qu'on voudrait bien avoir une explication, que ces gens qui ont fait ce genre de choses nous expliquent pourquoi ils font ça. Le niveau de l'eau a remonté assez rapidement.
Les gens se sont trouvés paniqués. Sitôt qu'on a entendu parler que l'eau remontait, les gens sont arrivés en mairie en nous demandant un peu ce qui se passait, ils ne comprenaient pas. Et je vais vous dire que nos opérations de secours, retirer les parpaings et autres, on a stoppé tout de suite parce qu'on ne comprenait pas exactement ce qui se passait. C'est pourtant essentiellement grâce à ces digues que pour la première fois depuis 10 semaines, les habitants de Fontaine ont enfin les pieds hors de l'eau. Sur les murs, les traces de l'inondation sont encore fraîches, mais depuis hier, les propriétaires des toutes dernières maisons les plus proches de la rivière peuvent rentrer chez eux à pied sec et constater l'étendue des dégâts. J'espère que c'est la première et la dernière fois que nous ne reverrons jamais ça, et mes petits-enfants non plus. Au dehors, le travail des secours est encore loin d'être terminé. Le canal de Fontaine est rentré dans son lit, mais il s'en faut de peu pour qu'il ne déborde à nouveau. Les 3 pompes tournent jour et nuit. Il y en a une de 850 m3 et 2 de 240 m3. Et pompe l'eau du canal vers la rivière Somme qui se trouve à une distance d'environ 650 mètres. Mardi, 70 bénévoles de la direction de l'équipement viendront aider l'armée dans ses travaux de régulation de la Somme. Des travaux lourds qui nécessiteront une fois encore le dynamitage de certains ponts. Dans les Ardennes, l'évacuation de tout un village pour permettre aux artificiers de neutraliser quelques 170 tonnes d'obus de la Première Guerre mondiale découverts au début de l'année. Contrairement à Vimy, aucun de ces obus n'est toxique. L'opération doit durer au total 9 jours. Elle a été préparée de longue date. La ligne SNCF Paris-Charleville-Mézières sera fortement perturbée. Les trains ne circuleront qu'aux heures de grande affluence. 2 escadrons de gendarmerie vont encercler le village jour et nuit pour éviter tout pillage. Ce sera donc jeudi prochain que sera inaugurée la ligne TGV Méditerranée accessible aux voyageurs à partir du 10 juin. Et l'on sait que le tracé et la construction de cette voie express a suscité de nombreux combats et débats. Un projet qui a provoqué une levée de boucliers à travers toute la Provence qui craignait d'être défigurée. Après 11 ans de lutte, mais aussi de concertation, la SNCF a finalement pu construire cette ligne dont certains, obligatoirement, ont dû faire les frais. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Depuis le début des essais sur la nouvelle ligne TGV, la vie de Gilbert Orjubin a légèrement changé. Fini le havre de paix dans la campagne provençale. Là, vous allez entendre un TGV passer, apparemment. Voilà, vous avez vu. Alors, on en aura une centaine par jour, comme ça. Le riverain du tracé, Gilbert Orjubin, a participé en vain à la lutte contre la construction de la ligne. On défend nos intérêts, on ne peut pas le cacher, et en défendant nos intérêts, on défend un peu aussi, c'est quand même une sacrée balafre en Provence, si vous voulez, on défend aussi un peu toute la Provence. Dès le projet connu, la Provence se mobilise comme un seul homme. Manifestations, gares envahies, trains bloqués, une opposition au choix d'une ligne nouvelle dans une région riche, peuplée, qui veut préserver son environnement et qui veut surtout ouvrir une discussion avec la SNCF. Au début, on arrivait avec des plans qui sentaient un petit peu l'ammoniac. C'est pas ça qui faisait passer le projet. Il valait mieux, et c'est ce qu'on a fait après, dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce projet soit intégré dans les pays qu'on traverse. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on y mette? Après concertation, après enquête publique, l'un des plus grands chantiers de la fin du XXe siècle commence. La balafre, comme l'appellent les opposants, se dessine en terre de Provence. Entre pression des écologistes et rivalité des élus locaux, le tracé devient sinueux. Traverse 4 fois le Rhône et 3 fois la Durance. Il ne coïncide qu'à 20% avec le tracé initial. Les opposants obtiennent des tunnels supplémentaires. Le passage souterrain près de l'hôpital d'Avignon. La SNCF reboise et ensemence ses talus. Prix des travaux 25 milliards de francs. Un coût au kilomètre 3 fois plus élevé que pour la ligne Lyon-Paris. Les chiffres montraient qu'ils voulaient faire une ligne 2 fois moins chère que celle qu'ils ont fait. Ils voulaient faire une ligne super au rabais. Eh bien, disons que grâce à la pression pour protéger l'environnement, ils ont notamment réussi à la faire moins au rabais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut trouver qu'elle n'est pas aussi catastrophique que ce qui était prévu par la SNCF. Et tous les gens qui ont été expropriés, je crois que grâce aux associations, ont quand même été indemnisés correctement. Et je pense que ça fait partie quand même des points forts de notre action. Marseille-Paris en 3 heures. Les écologistes auraient volontiers perdu 10 minutes par-ci par-là pour faire circuler des TGV pendulaires sur les voies existantes. Selon la tradition, Jacques Chirac et son épouse ont passé le week-end au fort de Brégançon. Ce matin, sous un ciel de Mistral, le couple présidentiel assistait à la messe de Pentecôte, accueilli par un groupe folklorique, habituel bain de foule pour le chef de l'État et Bernadette Chirac, qui s'y sont donc prêtés volontiers.
On l'appelait le pape de la bonté. Jean XXIII, disparu il y a 38 ans, a été célébré en pleine lumière aujourd'hui à Rome. Quelques 30 000 fidèles ont pu se recueillir devant le corps embaumé de ce pape qui trouvera pour l'éternité refuge à l'intérieur de la basilique. Jérôme Beunier et Dominique Merlin ont rencontré le préparateur du corps du pape. Ils rompt le silence pour que l'on ne parle pas de miracle. C'est la béatification de Jean XXIII en septembre dernier qui a permis la procession d'aujourd'hui. En effet, selon le rite catholique, seuls les bienheureux peuvent être livrés à la vénération des fidèles, à condition d'être présentables. Pendant 38 ans, Jean XXIII avait reposé dans cette crypte du Vatican où Jean-Paul II se recueillait régulièrement. En janvier, une reconnaissance canonique montre que sa dépouille est très bien conservée. Entre-temps, elle a été recouverte d'une couche de cire. Je suis bouleversée de voir qu'au bout de 38 ans, le visage est intact et je crois que la science ne pourra jamais expliquer ce phénomène. Dès qu'il avait appris sa maladie, un cancer de l'estomac, Jean XXIII avait donné des instructions pour que son corps soit bien conservé. Quelques heures après sa mort, à la Pentecôte de 1963, 10 litres d'un savant cocktail de fixateurs sont perfusés dans les veines et dans l'abdomen de Jean XXIII. Une préparation dont un seul homme connaît le secret puisqu'il en fut l'auteur, le professeur Goglia, qui n'est pas étonné que son traitement ait réussi. La chose a été faite suivant une règle précise et rigoureuse. Et alors, pas de surprise, pas d'importante surprise. Pour vous, ça n'a rien à voir avec un miracle? Non, 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 absolument non. Étrange Pentecôte qui associe les deux papes les plus populaires du XXe siècle. Jean XXIII sera désormais visible dans la basilique vaticane, sous l'autel de Saint-Jérôme. C'est ainsi que le pape Jean-Paul II veut perpétuer la vénération des fidèles pour Jean XXIII, qui fut et qui reste un modèle pour Karol Wojtyła. Au Népal, la crémation du roi et de la reine assassinés il y a 24 heures par le prince héritier, selon la version officielle. Même si depuis ce matin, d'autres hypothèses sont avancées, celle de l'accident par exemple. Difficile à argumenter, une histoire à dormir debout selon les Népalais, qui n'apaise donc pas la colère du peuple. Selon les rites hindous, les monarques ont été incinérés sur les rives du fleuve sacré Bagmati à Katmandou. C'est l'un des parents du roi qui a mis le feu au bûcher, alors qu'un orchestre jouait l'hymne national. 55 coups de feu ont été tirés. Des dizaines de milliers de Népalais ont assisté à cette crémation. Des files d'attente se sont formées toute la journée pour la signature du livre de condoléances. Il y a tout juste 20 ans, les Occidentaux découvraient les premiers cas de sida sans pouvoir imaginer à l'époque la fulgurante épidémie qui allait ravager la planète, continuant de toucher des milliers de personnes aujourd'hui encore, faute de prévention. Et précisément, c'est bien de prévention qu'il est question en ce moment, ou plutôt d'absence de prévention. En Grande-Bretagne, nous vous en parlions hier, comme en France, le sida a cessé de faire peur, ou du moins les pratiques à risque ont repris, ce qui inquiète associations et médecins. Peggy Leroy, Claudine Gilbert. Maquillage waterproof, une crème solaire protectrice et une crème solaire très hydratante, des préservatifs. Trois copines qui partent en vacances, nous sommes en 1986, c'est la première campagne de prévention française. Un sentiment d'injustice. D'autres suivront, chaque année, pour tenter de faire face ou au moins de ralentir une épidémie et la progression exponentielle jusqu'en 1994. À cette date, le nombre de cas de sida commence à baisser. Mais signe inquiétant, depuis 3 ans, cette diminution s'est considérablement ralentie. C'est l'effet trithérapie. Grâce au progrès de la science, on meurt beaucoup moins du sida et donc on s'en protège moins. Dans ce bar parisien, les affiches de prévention sont reléguées au fond de la salle. Les clients se sentent de moins en moins concernés. Ils s'en foutent. Là, vous savez, ils ont bu 2 whisky coca. Ils font la fête, ils vont dans un endroit quelconque, dans un lieu quelconque, ils prennent un peu de plaisir, et ben voilà, bingo, et c'est fait. L'usage du préservatif est en train de se perdre, des études récentes le prouvent. On a un suivi des maladies sexuellement transmissibles. Et en fait, on a eu plein d'enquêtes de 1998 à 2001 qui ont montré une augmentation des MST, notamment syphilis, les gonocoxies aussi, de manière totalement alarmante. Et c'est vrai que ça, c'était des signes avant-coureurs. Il y a 10 ans, les associations se battaient pour imposer la réalité du sida. Aujourd'hui, elles luttent contre l'illusion que l'épidémie est terminée.
Cette semaine marquée par la polémique autour des rave-parties dans les rangs politiques et notamment chez les socialistes. Ils ne sont pas tous d'accord pour qu'on réglemente ces manifestations. Aujourd'hui d'ailleurs, Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur, justifie l'idée d'un contrôle de ces rassemblements spontanés. Joël Bruandé et Philippe Hernandon ont assisté la nuit dernière à une rave-party particulièrement organisée pour éviter d'alimenter le débat. Depuis 10 jours, les amateurs de rave sont sous surveillance. Les sénateurs ont adopté un amendement qui les oblige à déclarer en préfecture tout rassemblement. Raté cette nuit, un peu partout en France, les raveurs se sont retrouvés par téléphone, comme d'habitude. Confirmé pour ce soir, donc vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en ce moment. Donc on va respecter les lieux, on va faire gaffe à tout ce qu'on fait. Ce soir, tout le monde vient. Les organisateurs de la free party que nous avons suivis tenaient à faire passer le message, pas de débordement. Résultat, sur l'aire d'autoroute qui sert de lieu de rendez-vous, les rêveurs comme Seb présentent leur meilleur profil. Non, honnêtement, nous on est des gens civilisés, on essaye de ranger de plus en plus les gens pour passer le message, pas jeter des canettes, pas jeter des bouteilles par terre. Et petit à petit, si tout le monde y met un peu du sien, les choses vont changer, quoi. Nous sommes en pleine campagne, à quelques kilomètres de Dreux. Les rares gendarmes présents sur place ne se sont pas opposés à la rave party. 2 h du matin, 2000 personnes commencent à danser, ce qui n'empêche pas les considérations politiques. On voit à l'approche des élections, le gouvernement, la LPS, ils ont pris une petite faible municipale et donc ils disent effectivement il faudrait qu'on soit un petit peu plus répressif pour lorgner un peu sur l'électorat de droite traditionnel. Contrairement à certaines free parties, le terrain utilisé a cette fois été nettoyé et dans la bonne humeur. C'est pas écolo tout ça. Alors on jette. Certes, la drogue est présente, mais Rodolphe, un des organisateurs, refuse l'éternel procès qui est fait au mouvement techno. On travaille tous, on met tous un petit peu d'argent et on en arrive à ça. Mais c'est vrai que c'est pas la drogue qui paye tout ça. Donc ça c'est vraiment important. Et de la drogue, il y en a partout, il y en a dans les boîtes, où il y a des gens qui payent 100 balles le samedi soir. Mercredi, une délégation de rêveurs devrait être reçue à l'Assemblée nationale en attendant d'engager un vrai dialogue avec les pouvoirs publics. Arlette Laguiller sera donc bien candidate à l'élection présidentielle, comme à son habitude, et comme on pouvait s'y attendre. La porte-parole de Lutte ouvrière a parlé de l'urgence de la manifestation à venir contre les licenciements le 9 juin prochain. Une charge contre les entreprises, les patrons, les actionnaires et le gouvernement. Reportage Thierry Coulopo et Marie-Pierre Cassigneur. À la fête de Lutte ouvrière, la tête de Turc, c'est Lionel Jospin et son gouvernement. Pour les militants, la gauche gouvernementale fait une politique de droite. Cela lui a coûté cher aux dernières municipales. Sur l'échiquier politique, Arlette Laguiller a désormais une vraie représentativité et le Premier ministre est en ligne de mire. Lionel Jospin se dit de gauche, mais il mène la même politique que la droite en faveur des intérêts du patronat. Et je dirais qu'aujourd'hui, face à cette affaire des licenciements, c'est encore plus visible. Lutte ouvrière n'appellera pas à voter pour le candidat de gauche au 2e tour de la présidentielle. Résultat, les socialistes accusent l'extrême gauche de faire le jeu de la droite. Pour les militants, socialistes et communistes se sont coupés de leur électorat populaire. Ils payent la note. Quand il y a eu des annonces de licenciement récemment, c'est pas moi qui ai dit qu'il n'y pouvait rien, c'est Jospin qui a dit qu'il n'y pouvait rien. Eh ben nous, on pense qu'il faudrait quelque chose, justement. Jusqu'en 2002, Arlette Laguiller compte bien occuper pleinement le terrain politique et social. Elle sera à la tête de la grande manifestation samedi prochain à Paris pour l'interdiction des licenciements, une façon comme une autre d'accentuer le rapport de force avec la majorité plurielle quelques jours avant le vote à l'Assemblée du projet de loi de modernisation sociale. Dans une semaine tout juste, ce sera la veillée d'armes pour les candidats au bac. Ils seront plus de 631 000 cette année à plancher sur les premières épreuves de philo. D'ores et déjà, certaines options des bacs techno ont commencé. Depuis une quinzaine de jours, les 3000 lycées, soit 95% des établissements en France, se transforment petit à petit en centre d'examen, un aménagement méticuleux auquel ont assisté Hélène Hugues et Frédéric Ford dans un lycée de Dijon. Comme un trésor bien gardé, dans un lieu tenu secret, les sujets du bac, classés par discipline, par date d'épreuve, car le jour J, pas de droit à l'erreur. C'est très organisé, au moment des épreuves, donner le bon sujet au bon moment. Le bon sujet et les bonnes conditions pour le traiter. Dans l'organisation du bac, rien n'est laissé au hasard. Chaque salle est préparée en vue de l'examen. Des quantités de papier, brouillons, copies sont nécessaires.
c'est aussi pour les épreuves pratiques du bac professionnel ou technologique, du matériel indispensable pour traiter tel ou tel sujet. Au lycée Hippolyte Fontaine, 990 candidats viennent chercher leur convocation cette année pour passer le bac, ou plutôt un bac. Général, professionnel ou technologique, il existe officiellement aujourd'hui 57 bacs différents, avec pour chacun des options au choix. Le nombre de spécialités, d'options a augmenté. Vous prenez le bac S, par exemple, chez nous, vous pouvez le passer avec 4 spécialités différentes. Les parcours sont très individualisés. Vous avez des candidats qui prennent 2 options facultatives, etc. C'est ça qui complexifie l'ensemble. Véritable casse-tête, la répartition des salles. On prend les salles 103, 104, 105, 109. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais il faut aussi trouver des surveillants pour chaque épreuve, prévoir aussi des correcteurs pour les écrits, des examinateurs pour les oraux. Non, vous avez les CDS que vous interrogez, donc vous êtes sur le bac général. Puis certains sont convoqués pour l'écrit, d'autres pour l'écrit et l'oral, d'autres pour tout. Mais nous, c'est toujours tout, nous. Non. Ah bon? Non, ça dépend des années. Ah bon? Plus des 3/4 des professeurs du lycée Hippolyte Fontaine seront réquisitionnés pour le bac à partir du 11 juin. Impossible dans ces conditions de maintenir les cours pour les 300 élèves de seconde. Ils seront donc suspendus pendant 2 semaines. Normalement, on est censé venir le 23 juin. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui va revenir, quoi. Selon le bac qu'il prépare, un candidat coûte entre 262 et 473 francs à la collectivité. Des chiffres officiels qui tiennent compte des fournitures ou des corrections, mais pas des milliers d'heures de cours perdus par les élèves de seconde, ni des milliers d'heures de travail consacrées dans chaque centre d'examen à organiser le baccalauréat. On connaît les difficultés de la vie au quotidien pour les patients touchés par la maladie d'Alzheimer. Afin de leur donner davantage d'autonomie et surtout de les sortir de leur cadre habituel, cette expérience originale qui consistera à emmener une douzaine de malades au bord de la mer. Laurence Decherf et Philippe Quéroux. Giovanni parlait 5 langues. Aujourd'hui, il a du mal à aligner quelques mots. La vie continue. Il y a 7 ans, il a ressenti les premiers troubles de la maladie d'Alzheimer, perte de mémoire, de la notion d'espace et de temps. Depuis 6 mois, plus question pour lui de vivre dans sa propre maison auprès de sa femme Nicole. Avoir 55 ans. Toi, tu as 72 ans. Eh ben, et tu devrais être un retraité actif. Mais c'est quelque chose de terrible. Heureusement que j'ai ma femme auprès de moi. Parce que sans ça, j'aurais pas... Tu tiendrais pas le coup. Voilà. Tu tiendrais pas le coup. L'angoisse intérieure des malades s'exprime surtout à travers le corps. Le sport est un moyen de canaliser l'énergie dont certains débordent. À l'initiative de leur médecin, certains malades vont donc partir 4 jours à la mer au parc de Marcanterre. Reprendre contact avec la nature, dans une nature qui a une atmosphère apaisante, comme celle des oiseaux, les envols d'oiseaux, les roseaux, l'eau, la mer. Et ils vont retrouver des souvenirs anciens. L'eau, l'élément qui leur rappelle leur enfance, eux qui ont souvent occulté plusieurs dizaines d'années de leur vie. Nicole sait qu'elle a la chance que son mari la reconnaisse. Elle attend beaucoup de ce voyage auquel elle participe. Ça va être un peu un test pour voir peut-être... je me fais peut-être des illusions, mais je me dis à la suite de ce voyage, peut-être que l'année prochaine, je pourrais l'emmener 4-5 jours, moi aussi, en voyage, si ça se passe bien. Une lueur d'espoir pour ce couple brisé par la maladie. Et s'il lui oublie les détails du voyage, le plaisir de se retrouver restera, lui, intact. L'actualité sportive avec d'abord du football. 2 meilleurs jours pour l'équipe de France qui en Corée du Sud a battu le Mexique 4-0 en se qualifiant ainsi pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations. Les tricolores qui avaient pour l'occasion retrouvé leur titulaire et qui du coup ont effacé l'affront subi vendredi dernier contre l'Australie. Parmi les 4 buts, 2 sont signés Éric Carrière, les 2 autres Sylvain Wiltord et Robert Pires. Roland Garros avec au terme d'un match époustouflant la victoire de Gustavo Kuerten qui a sauvé une balle de match face à l'Américain Michael Russell. En revanche, les Français n'ont pas tenu le cap. Nicolas Coutelot a été éliminé par l'Australien Ven Artus et Sandrine Testu qui joue en 8e de finale. Déjà une belle performance pour la joueuse française. Elle n'a pas su résister à la numéro 1 Martina Hingis. Reportage Christelle Bertrand, Nathalie Gallet.
C'est Kuerten côté cœur, comme celui qu'il dessine sur le court. Le chouchou du public s'est fait peur face à un inconnu en plus. Russell gagne 2-7, sans complexe et en souplesse. In extremis, le double vainqueur de Roland-Garros et tenant du titre, sauve même une balle de match. Ensuite, Kuerten prend les choses en main. Michael Russell sort des qualifications, c'est déjà son 7e match du tournoi. Alors forcément, il a du mal à résister au coup de boutoir du Brésilien. Kuerten s'impose en 5-7. En quart de finale contre Kafelnikov, Guga aura encore une fois bien besoin du public. Testu aurait pu, elle y a cru. Mais pour la 15e fois, Martina Hingis remporte le duel. Après 25 minutes de match et la perte du premier set 6-1, la Française se décrispe et bouscule la numéro 1 mondiale jusqu'à égaliser. Mais voilà, celle qui n'a jamais gagné Roland-Garros aimerait bien enfin que cette année soit la bonne. Martina Hingis accélère et s'adjuge le 3e set. Il n'y a plus de Française dans le tournoi, mais une Italienne sur la route de Martina Hingis. La feria de Nîmes avec dans les arènes l'une des stars montantes de la tauromachie, le benjamin Sébastien Castella qui n'a que 19 ans. Il fait déjà preuve d'un courage et d'un flegme peu courant, une carrière à suivre avec grande attention. Karine Comadi, Pascal Ponce. L'instant est sacré. Pendant que Sébastien s'habille, les madames baissent leurs lourdes paupières dans un silence religieux. La veste passée, le torero est prêt. Je mets les vierges et les photos, c'est tout. Il n'y a pas de prière, ni rien de... Vous n'êtes pas croyant? Si, bien sûr, mais je ne fais pas de prière, ni rien de ça. Sébastien Castella est un garçon sans effusion. Il y a 3 ans à peine, il quitte sa famille, ses amis, son école et son pays pour apprendre la tauromachie. Avec sa gueule d'ange aux allures d'icône sévillane, Sébastien revient au pays en torero accompli. C'est un croisement entre une polonaise et un espagnol. Ah oui, oui, oui. Alors, contrairement aux parents qui sont impulsifs, un peu durs, Bastien est très calme. Avec Castella, tout commence par un long travail à la cape où le ton est donné. Élégant, courageux, il cherche le taureau, le frôle, le provoque avec un flegme impressionnant. C'est des fois vrai, non? Des fois, c'est aussi très sec et très froid. Mais aujourd'hui, Sébastien a eu très chaud. En finissant son taureau pieds nus, le jeune Biterrois a gagné bien plus qu'une oreille, l'estime de toute une arène qui a trouvé son nouveau héros. La journée du vélo ce dimanche à Paris, dans d'autres villes de France. Forcément une bonne idée, tout faire pour réduire les voitures dans la capitale notamment. À l'initiative de la mairie de Paris, un cortège de cyclistes a sillonné la ville. Et pour ceux qui n'avaient pas de vélo, 500 bicyclettes ont été mises gracieusement à leur disposition. La circulation automobile a été interdite sur les berges de la Seine, une opération qui rencontre un franc succès. Cinéma avec la sortie d'une super production pour la qualité de ses effets spéciaux. Il s'agit de Pearl Harbor qui entraîna l'Amérique dans la guerre. Un succès retentissant déjà aux États-Unis pour une fresque romantique sur fond de guerre. Tous les ingrédients y sont, y compris un marketing très judicieux pour lancer le film. Marie-Jo Join. Le 7 décembre 1941, c'est un dimanche matin paisible à Pearl Harbor. Les soldats de la base navale américaine finissent leur petit déjeuner. Lorsque soudain, surgit de nulle part, 27 bombardiers japonais vont anéantir en 2 heures une grande partie de la flotte américaine du Pacifique. Un jour marqué du sceau de l'infamie, dira Roosevelt, le jour de l'entrée en guerre des États-Unis. Pearl Harbor, c'est aussi un fait historique, récupéré par Disney pour redorer un blason terni. Pour que Pearl Harbor soit à Disney ce que Titanic a été à la Fox. Aux commandes, Jerry Bruckheimer, le producteur superstar des grosses productions américaines. Ajoutez à cela la bouleversante histoire de 2 jeunes pilotes amoureux de la même infirmière. Voici un cocktail dans la grande tradition d'Hollywood.
Quant à l'attaque elle-même, 40 minutes de combat, la reconstitution est au plus proche de la réalité. Très peu d'effets spéciaux numériques, contrairement aux films actuels. Je voulais qu'on fasse sauter de vrais navires. L'US Navy nous en avait prêté pour le tournage, ceux que j'avais repérés moi-même. Quand j'ai demandé si je pouvais les faire sauter, ils ont d'abord dit non. Je leur ai dit, s'il vous plaît, c'est pour un grand film. Et ils ont donné leur accord. Toujours dans un souci de crédibilité, les survivants de l'attaque japonaise ont été longuement consultés pendant le tournage à Hawaï. La plupart d'entre eux ne se sont jamais confiés. Ils n'en avaient jamais parlé avant qu'on commence à les interroger sur l'événement. Pendant 60 ans, ils ont gardé le secret. Même leurs enfants ne savaient rien de ce qu'avaient enduré leurs parents avant qu'on fasse les recherches pour ce film. Alors, Pearl Harbor, un nouveau phénomène Titanic, sans doute, mais aussi une grande fresque digne de celle des années 40, romantique à souhait. Préparez donc vos mouchoirs. À la Ferté-Alais, comme chaque année, ce meeting aérien qui met en compétition pour le plaisir de tous une centaine d'avions anciens, des appareils légendaires datant du début du siècle jusqu'au Mirage 2000, qui ont paradé donc dans le ciel. La patrouille de France, aux côtés de fanatiques de l'aviation, comme cette passionnée de voltige aérienne et des dizaines de milliers de spectateurs, les yeux levés vers le ciel. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le principal titre. Le recueillement et la douleur à Tel Aviv des adolescents et de leurs familles pour les funérailles de leurs camarades qui se sont déroulées aujourd'hui après l'attentat suicide de vendredi dernier. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50 urgence, 0h05 le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Jacques Maillard, secrétaire national du RPF. 13h le journal, Gérard Holz. À 20h, vous retrouverez Benoît Duquesne. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.